Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo du Ready to be Invested programme. Comme déjà mentionné, ces vidéos sont en Creative Commons, donc vous pouvez les utiliser, vous pouvez les partager, mais la licence qu'on vous propose, c'est de nous citer évidemment comme source. Vous ne pouvez pas en faire un usage commercial, vous ne pouvez pas les dériver, et on vous demande naturellement, si vous ne les dérivez pas, de les réutiliser à l'identique. Voilà. Nous sommes dans le troisième modèle, dans le troisième vidéo, troisième jour du Ready to be Invested programme, à savoir le sujet business model. On l'a vu, le business model, c'est un des 5 composants clés, naturellement, un des 5 facteurs principaux de risque d'échec d'un projet de start-up, dans le start-up génome, et donc bien réfléchir, bien maîtriser son business model, c'est-à-dire la manière dont on crée, capte de la valeur dans une start-up, dans une organisation, c'est évidemment fondamental. Objectif de cette vidéo, petite introduction au business model Canva, un regard pratique sur le BMC qui c'est quand même assez souvent mal utilisé. Très souvent, les gens viennent avec un BMC, ils ont mis 3 post-it à droite, alors qu'ils sont vos clients, les adolescents, les enfants, les adultes. Ce n'est pas des segments, c'est totalement pas utilisable, c'est rien à en faire. Donc il y a quand même un niveau d'exigence qu'il faut vraiment donner. Beaucoup de gens croient bien connaître le business model Canva. Moi, je vous invite vraiment à acheter le livre, pas vous contenter de l'avoir vu et d'avoir collé 3 post-it et puis d'être content. Le livre regorge d'informations formidables, c'est vraiment très intéressant et on l'utilise peu ou mal. Donc voilà. Je vais fournir également des idées d'axes d'innovation, parce qu'avoir un business model c'est bien, mais pouvoir innover à partir du business model c'est bien plus intéressant. Je proposerai également quelques familles de business model, parce que beaucoup de startups rentrent dans des logiques de famille, et j'espère que cette vidéo constituera de manière compacte un formidable point de départ, une espèce de renouveau de votre projet, parce que probablement vous avez un business model, mais je pense qu'il y a vraiment moyen de le secouer, d'en enlever toute la poussière et de lui donner un sacré coup de neuf. Donc j'espère que cette vidéo sera un bon complément aux ouvrages originaux. À qui s'adresse ce cours? Évidemment, ce cours pourrait être pris tout seul, de business model, aux entrepreneurs débutants, à ceux qui font partie du Ready to be Investment Programme, qui veulent vraiment challenger leur business model, aux startups qui doivent inventer un business model, mais également peut-être à des PME qui voudraient innover, ou même des grandes entreprises. En général, à toutes les organisations qui veulent se réinventer, qui veulent s'auto-disrupter plutôt que voir des concurrents, des gens qui sortent, des extraterrestres sortant d'on ne sait pas où, venir tout à coup killer leur business comme Airbnb a pu le faire par rapport au monde de l'hôtellerie, par exemple. Voilà. Toute ma théorie repose évidemment l'importance que je donne au business model, je l'ai déjà expliqué dans la première vidéo de ce programme, vient du fait que le business model, c'est comme je disais, c'est le quatrième, c'est un des composants clés des raisons pour lesquelles les startups échouent. Elles échouent parce qu'elles n'ont pas pu valider effectivement une mécanique à la fois opérationnelle, d'exécution et financière, de comment elles font plus d'argent, elles capturent plus de valeur qu'elles n'en dépensent. Alors de quoi est-ce qu'on va parler? Alors c'est assez longuement, j'essaie de tenir évidemment cette vidéo de manière compacte, petite intro, je vais reparler du BMC, je vais donner 2 exemples, on va détailler les 9 cases, on va parler de Value Proposition Canvas, on l'a fait dans la précédente vidéo, on va voir comment ça s'inscrit. Je vais revenir sur 14 techniques d'innovation, quelques patterns, parler d'autres schémas, puis vous inviter évidemment à challenger votre propre modèle. Welcome back, dirais-je, puisque la vidéo précédente tournait autour de Value Proposition Canvas, qui est certes sorti après BMC, mais qui est vraiment la réponse à la question clé lorsqu'on construit un BMC. La case centrale, la Value Proposition, c'est que, on le sait, 30% des startups échouent parce qu'elles construisent des solutions dont personne ne veut. Et donc, Paul Graham le mentionnait dans un de nos cours, construisez quelque chose dont les gens ont envie. Ça, c'est vraiment la base. Designez ce que vous faites, plutôt designer des solutions que les gens souhaitent, plutôt que de tenter de pousser des trucs dont personne ne veut. Voilà,
Alors, on avance dans cette vidéo. Première partie, l'introduction. Donc, le livre de référence, forcément, c'est Business Model Generation. Relisez-le en détail. Hein. Je le disais, beaucoup de gens se sont contentés de lire les 30 ou 40 premières pages qui étaient disponibles gratuitement. Quand ils les ont lus, le bouquin est beaucoup plus riche que ça. Nombreux chapitres sur l'usage, des exemples très intéressants. Donc, ça vaut vraiment la peine de replonger dedans. Au début, c'est un peu compliqué. Ça existe aujourd'hui en français également. C'est le même avec une bande rouge sur le côté. Donc, vraiment un ouvrage très intéressant qui mérite d'être lu et certainement relu. Dans la version workshop de ceci, hein, donc si vous êtes chez vous, ben, je vous invite à faire une petite pause et à réfléchir peut-être autour de la question du business model. Qu'est-ce que, selon vous, un business model? À quoi sert un business model? Question peut-être plus métaphysique, quelles sont les qualités d'un business model? Selon vous, quelles sont les limites des business models? Et quand on dit business model, aujourd'hui tout le monde pense à business model Canvas, mais avez-vous en tête d'autres types de business model? Voilà, je vous invite à faire une pause sur la vidéo, à gratter tout ça, hein, prenez une dizaine de minutes. Si vous êtes avec des potes, faites-le collectivement. Si vous êtes tout seul, ben, faites-le tout seul forcément, mais prenez le temps de réfléchir à ces questions. Je reviens, hein, puisque vous avez fait pause, et vous voyez un peu les grandes réponses à la question. Alors, il y a plein de définitions du business model, mais une définition, c'est de dire un business model, c'est une représentation systémique, donc on va aller chercher des composants en relation, et synthétique, donc on va faire la synthèse de l'origine de la valeur d'une entreprise et éventuellement de son partage entre les différentes parties prenantes pour une période et dans un domaine d'activité clairement identifié. Il ne faut pas confondre business model et business plan. Le business model, c'est donc la représentation de comment on crée de la valeur. Le business plan, c'est généralement un document que l'on fournit qui explique comment on va mettre en œuvre effectivement un projet d'entreprise qui est centré forcément sur le business model. Une autre définition, hein, un business model représente la façon dont une organisation crée et capte de la valeur. Juste quand même, question philosophique, il ne faut pas confondre création de valeur et capitalisme. Hein, on peut parfaitement, il y a des business models pour des entreprises sociales dont le but n'est pas nécessairement d'accumuler de l'argent, mais néanmoins d'avoir une écologie financière, hein, si j'ose dire, à savoir positive, donc on génère quand même, de cette façon, plus de cash que l'on en dépense. Personnellement, je trouve qu'un business model, ça doit servir à trois choses. On doit pouvoir comprendre et décrire. Je sais que c'est deux choses différentes, moi j'ai mis dans le même ensemble. Comprendre et décrire la manière dont l'entreprise crée de la valeur. On doit pouvoir innover. Ça, c'est vraiment très important. Trop de startups se contentent de décrire leur business model original et ne cherchent pas à l'améliorer. Ils décrivent simplement leur idée en BMC, puis ils se disent, oh, voilà, j'ai fait mon BMC. Mais ça ne sert à rien. C'est pour me coucher votre BMC sur des post-it. Moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Ce qui m'intéresse, c'est que vous profitiez du fait de votre BMC pour vous demander, tiens, est-ce que je ne peux pas vraiment être waouh à côté? Et communiquer. L'avantage du business model Canvas, c'est que vous pouvez de manière synthétique et systémique, très intéressant, expliquer effectivement à la fois ce que vous faites, c'est-à-dire plus exactement ce que les gens vont acheter, qui va acheter, et ce que vous allez mettre en œuvre pour réussir effectivement le projet. Voilà. Les qualités d'un business model, donc quand est-ce que vous pouvez être content de votre BMC? Ben pour moi, s'il répond aux usages, c'est-à-dire il a permis de comprendre et d'écrire, il vous permet d'innover, il vous permet de communiquer. Un bon business model va également à l'essentiel, c'est-à-dire qu'un bon business model, ça doit être synthétique à la fin. Et alors, il y a une question assez fut-fut qui consiste à se demander, est-ce qu'un business model est universel? Autrement dit, est-ce que pour une même idée, si vous faites le business model ou si je fais le business model, on doit arriver au même bon business model? Alors, c'est quelque chose que personnellement, c'est une idée qui évolue. Il y a 4-5 ans, je vous dis, ah oui, on doit arriver à décrire le meilleur business model. En réalité, de plus en plus, cette question est cassée parce qu'aujourd'hui, donc théoriquement, oui, on devrait pouvoir décrire le meilleur business model et puis mettre la meilleure équipe dessus et ça va fonctionner. Mais en vrai, un business model, ça ne sert à rien
parce que ça doit être le point de départ de l'exécution par la start-up du business model. Et donc, ce qui compte pour moi, lorsqu'on construit un business model en tant que coach ou en tant qu'investisseur, c'est que la start-up soit capable de se l'approprier et puisse en faire quelque chose. Et donc, si vous décrivez un business model qui ne correspond pas à un business que vous allez pouvoir exécuter, pour moi, ça ne sert à rien. Donc, pour moi, un bon business model, c'est un business model que vous serez capable, vous, start-up, d'exécuter. Bien sûr, de dire la case ressources identifie les moyens dont on a besoin, mais dans la pratique, je pense quand même que, par exemple, le choix des segments est quand même largement lié à votre capacité à les contacter. Si vous me demandez de développer un business dans le monde du football, moi je ne comprends même pas ce que c'est hors-jeu. Alors, vous les contacts dans le monde du foot, moi, j'y comprends rien. Et donc, moi, je suis incapable, même si je trouve ça chouette, passionnant, tout ce qu'on veut, je suis probablement vraiment pas la bonne personne pour développer un business dans le monde du foot. A contrario, si vous me demandez de développer un business dans le monde du jogging, j'ai plein de contacts, j'ai plein de potes, je suis une bonne personne. Donc, le même business model appliqué à un passionné de foot ou appliqué à un passionné de jogging, un business model autour de la mise sur le marché d'une application, par exemple, j'apprends à courir, si vous ou je deviens un meilleur joueur de foot, selon le porteur de projet, le business model sera effectif ou pas. Alors c'est une étrange dimension d'ajouter la question de l'effectivité. C'est sans doute un raccourci intellectuel, mais moi je pense que c'est très intéressant. Donc développer votre business model, ça c'est mon message. Les limites d'un business model, c'est qu'il est basé sur des hypothèses. Et donc, pour moi, je vous invite vraiment à lever tout un paquet d'hypothèses. Ça ne dit rien sur l'exécution, et ça n'est pas universel. Voilà. Et donc, il faudra vraiment regarder les business models sous le regard bienveillant mais critique de ces trois aspects, en tentant de lever évidemment les hypothèses, en tentant d'exécuter et en s'appropriant son business model. Alors en matière de business model, on connaît BMC évidemment, un business model Canva, mais il y en a plein d'autres. D'une certaine façon, les 4 P, 4 P à papa de Kotler, décrivaient aussi de Product Place, Promotion, Price. C'était aussi une autre façon de décrire finalement, c'est plus orienté marketing, mais c'est une façon de décrire. Il y en a d'autres, sur des thématiques particulières. On parlera de Digital Canvas, du Lean Canvas, du Mi-Canvas, d'Odyssey. Il y en a toute une série. Il ne faut pas confondre également business model, qui décrit vraiment de manière systémique et synthétique l'ensemble des composantes, avec les modèles de valeur. Le modèle de valeur, c'est des grandes familles de comment je gagne de l'argent. Je fais de la marche, je fais du service, ça c'est free. Donc ça, c'est une... Pour moi, c'est une caractéristique des sortes de revenus. Mais le mot est parfois utilisé à contresens, en confusion, lorsqu'on dit « Ah, moi je fais de l'affiliation, mon business model c'est de l'affiliation ». Fine, ça c'est le modèle de valeur. Bon, après, ça m'est également les mots, mais le business model, c'est vraiment également comment je touche les clients, qui sont-ils, quelles relations j'ai avec eux, l'ensemble des composants qui vont être exprimés. Ça va ? Voilà, deuxième partie, on va parler des grands blocs de business model Canvas. On sait qu'il y a 4 gros blocs. Un bloc central autour de la proposition de valeur, le what, ce que les gens achètent, qui achète, il existe différents types de clients, différents types de comportements. Comment vous allez délivrer effectivement la promesse, ça c'est pour moi l'avenir de BMC, c'est le développement du how. Je suis personnellement très séduit par le concept d'architecture de valeur que nous propose Laurence Ortega dans son Odyssée 3.14, je reviendrai là-dessus, et la manière dont, je dirais, vous dépensez et gagnez de l'argent. Alors on peut prendre plein d'exemples. En réalité, les 4 gros blocs sont 9 blocs. Donc à droite, vous avez en plus les canaux et la relation, et à gauche, le how. Vous avez des compétences, en général des ressources, des compétences, du temps, de l'expérience, des contacts, de l'IP, des assets particuliers, des activités que vous devez mettre en place, et en fonction des activités que vous mettez en place, vous définissez finalement une chaîne de valeur. Vous êtes pertinent sur un certain nombre d'éléments de la chaîne de valeur, vous êtes non pertinent sur d'autres, et ce pourquoi vous êtes non pertinent, vous allez chercher des partenaires
privilégier ce qu'on appelle les key partners. Un key partner, ce n'est pas un client, c'est un contributeur à la chaîne de valeur, ce n'est pas celui qui alimente par l'achat la fin de la chaîne de valeur. Il y a souvent une confusion entre les deux. Il existe de nombreux exemples sur le web. Je vous invite à regarder celui de Nespresso, par exemple, qui est très intéressant, hein, parce qu'on voit que, par exemple, le choix des clients est conditionné par la technologie. On fait du café 15 bars, il faut 1 minute pour faire du café, donc on va trouver des clients qui rencontrent le fait qu'attendre 1 minute pour un café de qualité ne les dérange pas. Et donc on va être sur de l'upper market à la maison ou éventuellement je dirais, au bureau. Les canaux, on va voir que les canaux vont être différenciés. Il y aura une grande originalité, une innovation de Nespresso, c'est de séparer le moment d'achat de la machine du moment du renouvellement. L'achat de la machine se fait dans un espace cosy, un Nespresso Store, alors que l'achat des capsules se fait de manière hyper rapide. Les contraintes, le gain, le pain au moment du renouvellement du café a vraiment été très très bien étudié. La relation est formidable. Les premiers, bon plus aujourd'hui, hein, mais les premiers acheteurs de Nespresso n'étaient pas des consommateurs, ils étaient membres d'un club de café. Donc dans la pyramide de Maslow, on s'adresse à la partie supérieure, on s'adresse à la partie reconnaissance et pas aux simples consommateurs. Donc c'est très intéressant d'étudier ça. On reçoit un magazine hein, avec des photos de champs de café. Le sentiment qui est mis en place, c'est le sentiment du belonging to, le sentiment d'appartenance. Donc on n'est pas en train d'avoir soif hein, ou de se réveiller le matin, on appartient au club privilégié exclusif des buveurs de café. Un point de vue marketing, c'est tout à fait autre chose. Le génie, évidemment, c'est de gagner de l'argent sur les machines, mais d'avoir du revenu récurrent sur les capsules, ça c'est remarquable. Et en termes d'activité, on voit que Nestlé, hein, Nespresso, fait bien ce qu'il sait faire, mais par exemple laisse à des partenaires la possibilité d'avoir l'exclusivité sur des machines compatibles sur un territoire, des Philips, des Krups, etc., en échange d'un licensing qu'ils payent. On voit, lorsqu'on parle d'une description du modèle systémique et synthétique, toute la puissance, évidemment, d'un BMC sur 9 cases, on comprend directement le fonctionnement du business model de Nespresso. On pourrait prendre des tas d'exemples. Hein. Le Cirque du Soleil, si on prend le cirque traditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est focus sur les familles, on voit des animaux, des stars, de l'humour, hein. On vend les tickets à la caisse, la relation est transactionnelle. Bonjour madame, donnez-moi un ticket. Voilà. C'est relativement bon marché, il y a pas mal de cross-selling. En termes de ressources, bah, il y a des animaux, il y a des stars, il y a une marque, hein, le cirque Le Bouglione, machin. Il faut performer les shows, il faut souvent, il faut nourrir les animaux, il faut souvent déménager, il faut maintenir les animaux, il faut payer les stars, les clowns. Bon, on voit tout de suite, rien qu'en collant quelques trucs, que le cirque traditionnel, c'est pas Jojo. Hein. Vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent, vous bossez beaucoup pour gagner pas grand-chose. Et on le voit. Et donc ça, c'est remarquable. Business Model Canva, utilisé ici, on voit tout de suite qu'on est dans un business un peu pourri. Alors, qu'a fait le Cirque du Soleil? Il a pris le BMC et il a enlevé tout ce qui n'allait pas. Voilà. On enlève les stars, on enlève le show, on rigole plus, on focus plus sur les familles, hein, et on va remplacer tout ça par de l'industrialisable. On va mettre un cirque, nouvelle génération, qui va être basé sur de l'artistique, de la musique, du dance show. On va s'adresser plutôt à du high-end, des gens style consommateurs d'opéra, de théâtre. On va mettre des tickets beaucoup plus chers. En termes de transactions, hein, on a plus d'animaux, plus de vedettes. Il n'y a pas de vedettes. Le super prestataire machin, c'est le numéro 83, s'il se casse la jambe, il y en a un autre qui est prêt à Los Angeles pour venir directement. Il y a une marque. Et donc on voit que le Cirque du Soleil a complètement révolutionné en fait le business model du cirque traditionnel. Voilà. Alors partant de ces deux exemples, si vous voulez regarder votre propre business model Canva, on peut regarder évidemment les 9 cases en détail. Hein. Moi je vous invite à lire le bouquin, hein, je vais ici aller très très vite, mais en gros,
En général, on a trois types d'entrepreneurs. Hein. Il y a les entrepreneurs qui partent d'une expérience, moi personnellement c'est ce que je préfère, ceux qui partent d'une expérience client, ils disent voilà, moi j'ai eu un client, je suis allé faire du VTT avec un client au Maroc, et maintenant j'ai créé un business où je vais répéter l'expérience, et donc je vais développer une proposition de valeur correspondante. C'est exactement d'ailleurs ce que recommande, enfin, c'est pas exactement ce que recommande, mais c'est tout à fait dans la ligne intellectuelle de ce que recommande Value Proposition Canvas, à savoir observer des clients et développer des offres qui rencontrent leurs besoins. Moi, si je fais un mimétisme sur quelque chose qui a fonctionné en cherchant des segments de clients identiques à ceux qui marchent déjà, je suis, disons, dans la même ligne. Ensuite, vous avez les business models Canva, enfin les business models d'entreprises qui sont basés sur des ressources. J'ai développé une compétence, une intelligence, un brevet particulier. C'est évidemment ça très intéressant pour peu qu'on trouve le marché. Et alors il y a un troisième type, c'est ceux qui veulent changer le monde, hein, qui partent dont l'épicentre, c'est la proposition de valeur. Voilà, il y a toujours plus de doutes parce que lorsqu'on veut changer le monde, effectivement, pour reconnecter un modèle économique, il faut articuler à la fois la gauche et la droite. La proposition de valeur qui part du centre, on le voit, 30% des projets de start-up se plantent. Lorsqu'on part des clients, en général on fonctionne. Lorsqu'on part d'une compétence, on est dans un modèle un peu plus ancien de business model, mais normalement, on arrive, c'est pas toujours le cas, mais normalement on doit pouvoir arriver à retrouver les clients qui ont le besoin de ce que la technologie va pouvoir faire. Je dis que ce n'est pas toujours le cas parce que bien mener un projet qui part d'un besoin client exécute toujours. Peut-être pas de manière extraordinaire, mais réussit toujours à fonctionner. Un besoin qui part d'une compétence, à moins que la compétence soit complètement décalée, et j'en ai vu, hein, j'ai vu des gens développer des trucs technologiques qui étaient complètement décalés, qui n'avaient aucun sens, qui avaient été dépassés technologiquement, et donc, forcément, voilà. Je me rappelle d'une époque où on tapait encore les instructions dans les ordinateurs avec des lignes de commande, avant l'apparition du système de fenêtres, hein, de Windows, on parle d'un temps, les moins de 20 ans, etc. Et donc, il y a un type qui avait inventé DWIM. Et DWIM, ça prenait la ligne de commande, ça l'interprétait et ça corrigeait les fautes de frappe. Et ça voulait dire « do what I mean ». Et donc, ça permettait de taper des lignes de commande de manière assez cochon, et hop, le système transformait, il faisait du you mean this, on refaisait enter, c'était parti. Et donc, ça permettait d'avoir une grande efficacité, tout en tapant des lignes de commande, mais en bypassant le problème principal qui était, je n'ai pas tapé copy, mais j'ai tapé capi, et l'ordinateur n'a pas compris, blablabla. Et avec Dwim, ça marchait. Et puis, il est apparu le système de fenêtres, et donc le truc était complètement... Donc on peut avoir une bonne technologie, mais se trouver tout d'un coup dans un changement de paradigme, et ça n'a aucun sens. Donc le modèle ressource n'est pas nécessairement garanti. Okay. On peut évidemment regarder très en détail chacune des cases. Hein, je vous invite vraiment à le faire dans le bouquin. On donne notamment les caractéristiques de chacune des cases. Il faut vraiment bien réfléchir au niveau de granularité malin à mettre en place sur chacun des niveaux. Je pense que notamment les segments, je vais revenir dessus, les clients doivent absolument être opérationnalisables. Hein, si vous dites les enfants, moi, je ne sais pas les contacter. Les scouts, c'est déjà plus simple. Les scouts de Rixensart, là, c'est facile. Il suffirait théoriquement de contacter le chef des scouts de Rixensart et voir dans quelle mesure on peut leur parler ou pas. Donc, effectivement, plus le segment est précis, plus on a une chance de pouvoir l'utiliser. On ne décrit pas les segments, grosse erreur, hein, beaucoup de gens segmentent de manière descriptive. Ils font de la segmentation descriptive. Ça ne sert à rien. Ce qui nous intéresse, c'est la segmentation comportementale et ensuite la possibilité de pouvoir identifier les sous-groupes dont le comportement est identique. Donc beaucoup de subtilité. Je vous invite vraiment à regarder dans le BMC le truc caractéristique et à vous demander à quel moment est-ce que je suis satisfait du niveau de détail que je fournis. Le cœur, nous l'avons dit, du modèle, c'est la Value Proposition Canvas, dont nous avons créé la précédente vidéo, la vidéo 2 du Ready to Invest Programme, est vraiment décrite en détail. Je fournis également des ressources vers les références originales. Alors, un bouquin très intéressant qui vient de sortir, c'est Reinvent
réinventer pardon, votre business model. C'est un bouquin par 3 auteurs, Jean-Marc Chotti, Laurence Lehmann-Ortega et Hélène Musicas, pardon, qui est sorti maintenant il y a presque 2 ans chez Duno et qui existe sur Coursera, coursera.org. Je pense que ça coûte 60, 70 euros, quelque chose comme ça, avec le certificat si vous passez l'examen. Et comme d'habitude, chez Coursera, c'est gratuit si vous vous contentez de suivre les cours. C'est absolument passionnant. Ça va introduire au moins 3 choses remarquables. D'abord, on ne va pas parler de business model, on va parler d'un modèle en 3 étapes, mais en gros, le modèle en 3 étapes, c'est la partie droite de BMC, la partie gauche de BMC, le dessous de BMC, hein, l'équation de valeur, la proposition de valeur, l'architecture de valeur. Ça, c'est pas grave, mais ce qui est très intéressant, c'est la notion d'architecture de valeur, très mal développée dans la plupart des usages de BMC. Ici, il propose vraiment un schéma passionnant que je vous invite à regarder, notamment l'idée qu'on va refaire un concept de chaîne de valeur, qu'on va se demander, donc c'est une façon de décrire les activités, hein, on va se demander dans quoi on est relevant, ça c'est les ressources, et puis on va regarder ce qu'on fait ou qu'on sous-traite, ça c'est les partenaires. Donc ça donne une méthode pour remplir les 3 cases de gauche, ressources, activités, partenaires, l'idée d'utiliser une chaîne de valeur, ça c'est remarquable. Le bouquin va présenter, je vais les brosser de manière synthétique dans BMC, mais il les propose hors BMC, mais 14 façons d'innover. Ça, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de challenger votre business model. Et rien que pour ça, acheter le bouquin, acheter le cours, c'est tout à fait bien. Et puis, ils vont proposer plus d'une 50aine de business cases, donc 50 histoires de business model où on voit effectivement l'innovation. Donc, un indispensable bouquin, tout à fait intéressant et complémentaire. Alors, je vais brosser rapidement, parce que je ne veux pas dévoiler, effectivement, mais on peut innover de plein de façons. Alors, ils vont des thématiques, hein, ils vont dire on peut innover par le prix, on peut innover par l'architecture, on peut innover par l'équation, enfin, essentiellement, on va innover soit à proposition de valeur, cette technique à droite, soit par l'architecture de valeur, cette technique à gauche. On peut, par exemple, innover dans le prix. On peut imaginer de développer des offres low cost, des offres premium, des offres gratuites, etc. HelloCode, par exemple, une start-up que chez Lean Square propose à la fois des offres payantes, mais des offres premium, c'est-à-dire entre guillemets super payantes, elles ne sont pas beaucoup plus chères, mais elles offrent des gros avantages. Vous pouvez mettre des petites annonces pour louer des cotes, hein, si vous avez des cotes à louer, vous pouvez une annonce normale ou une annonce qui est particulièrement visible. Donc l'innovation vient dans le prix. Vous pouvez simplifier l'offre pour le client, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une bagnole, c'est clair qu'on peut leaser. Hein. Le révolutionnaire, il y a très longtemps, c'était rien que Xerox. Au lieu de vous vendre un photocopieur, il vous vendait des photocopies. Il mettait chez vous une photocopie, mais voilà. Donc c'est toutes les logiques d'usage, de fonctionnement, etc. On peut simplifier avec de l'offre émotionnelle. Hein, comme je disais, Nespresso n'a pas... quand vous achetez du café Nespresso, vous n'achetez pas Nespresso, vous faites partie du club des buveurs d'Expresso. Quand vous allez à Disney, vous n'allez pas dans un parc d'attractions, vous allez chez Disney. On voit plein de photos de petits garçons déguisés en cow-boy, de petites filles déguisées en princesses, et elles ne vont pas, ils ou elles ne vont pas juste à Disney. Ils deviennent les personnages de Disney et ils sont véritablement dans un voyage chez Disney. On est dans un parc d'attractions, hein. Simplement, il y a un imaginaire autour et il y a un magasin de costumes, quoi. Mais l'expérience est d'une nature tout à fait différente. Donc l'offre est innovée par l'émotion. On peut segmenter les clients. Hein. Toute la théorie du long tail, par exemple. Comment, à partir d'une même technologie, d'une même offre, puis-je, par exemple, adresser différents segments de clients. La plateforme de la Golf, par exemple, qui est un nom de code, je ne me rappelle plus, se retrouve à 15 000 euros sur les Fabia et à 40 000 euros sur le Tiguan, en passant à 18K sur la Leon, 22K sur la Golf, 28K sur la Beetle, 35K sur la Golf GTI ou GTD ou peu importe. Donc la même bagnole, entre guillemets, se retrouve de 15K à 40K selon le segment de client.
On peut anticiper ou surfer sur les tendances. Par exemple, dans le monde de la voiture, Blablacar, on est sur le concept de la shared economy. Blablacar, c'est la possibilité de monter à bord d'une bagnole qui ne m'appartient pas, de payer mon voyage, de co-voiturer en quelque sorte avec quelqu'un. Blablacar, aujourd'hui, transporte plus de monde que la SNCF. Donc c'est une véritable révolution, évidemment, en matière de transport, en matière de bagnole. On surfe sur le concept de la shared economy. Les tendances, donc réfléchir en termes de prospective aux tendances technologiques, sociologiques, émotionnelles, spirituelles, sociétales, politiques, etc., crée autant d'opportunités d'innovation et d'anticipation pour votre business. On peut innover sur le mode de prix, autour des offres conjointes, par exemple. On s'abonne au journal le soir et on reçoit une tablette simultanément pour 25 € par mois pendant un an. Tiens, c'est quand même... voilà. Donc il y a les modes de prix, l'innovation conjointe, voilà, c'était interdit, ça ne l'est plus. Ça, c'était tous les volets de droite. À gauche, on peut innover par la technologie. ING Lions Account propose un compte bancaire dans lequel, relativement bon marché, full Internet, dans lequel on ne va pas en agence, mais la technologie permet effectivement un accès. On peut innover par la chaîne de valeur. Donc la manière dont on délivre. Par exemple, Thomas Épiron construit des maisons de bonne qualité, mais dans lequel toute une série de composants sont standards. Donc les tailles des maisons, par exemple, c'est des blocs qui sont réassemblés, réutilisés. Le métier, la manière de mettre en œuvre, par exemple, il y a une équipe qui vient finir les petites difficultés. Donc s'il y a un certain nombre de trucs, il y a toujours des petites choses qui ne vont pas, c'est pas tout normal, mais il y a une équipe spécialisée dans finition. Donc on voit que dans la manière de délivrer, il est tout à fait possible d'innover, soit par la standardisation, soit par la manière de proposer. On peut innover fortement par la chaîne de valeur. C'est clair que, par exemple, Ryanair qui élimine dans ses avions complètement les notions de repas, gagne énormément d'argent parce que les repas dans un avion, ça oblige à faire des arrêts nettoyage entre deux vols qui sont extrêmement chers parce que le temps de nettoyage est très important. Donc interdire les repas complètement dans les avions, comme ça se fait sur un certain nombre de lignes, ça permet de se poser moins longtemps entre deux vols, et donc on fait juste la recharge, on reste 20 minutes, on redécolle, au lieu de rester 1 heure parce qu'il faut nettoyer. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que du coup l'avion vole beaucoup plus, on paye beaucoup moins de droits à rester dans l'aéroport, donc il y a plein d'innovations tout à fait intéressantes. On peut innover par un autre usage des ressources. Par exemple, la régie média belge, qui en gros propose de la publicité sur les médias traditionnels, télévision, radio, etc., a un certain, comme tout le monde forcément, un certain nombre d'espaces, de slots disponibles non utilisés par ces annonceurs traditionnels. Eh bien, plutôt que de mettre n'importe quoi ou de ne rien mettre, elle propose à des startups de la publicité contre equity. Donc elle dit, voilà, vous êtes une startup, en échange de X% de votre boîte, on vous propose que vous ne pourriez jamais vous payer de la publicité à la télé ou à la radio. Alors ça permet à la RMB d'optimaliser ses ressources publicitaires, donc son temps publicitaire, et ça permet aux startups d'avoir quelque chose. Donc pour RMB, tout en prenant des parts dans des startups qui peuvent devenir effectivement de bonnes sources de revenus. Voilà. On peut imaginer ce qu'on appelle de la competition. Par exemple, HEC Paris, London Business School et New York Stern Business School sont a priori 3 grandes universités concurrentes. Eh bien, elles ont mis ensemble, elles ont proposé sur le marché de s'unir pour créer le premier exécutif MBA international, le Trium Exec MBA. De sorte que 2 concurrents, elles sont devenues compétiteurs. Ils travaillent ensemble. Donc innover par les partenariats, par la compétition, c'est aussi une façon extrêmement malin d'innover. On peut innover par les ressources, se dire, tiens,
je pourrais inventer une toute nouvelle façon de produire, par exemple, de l'alimentation bio, biofood, n'existe pas, c'est un case bidon, biofood, ce serait l'idée de dire, vous trouvez trop cher d'acheter vos légumes, eh bien au lieu d'acheter des légumes, investissez des parts dans une coopérative et un jardinier collectivement payé viendra cultiver les légumes dans votre jardin. Donc il y a une ressource que vous n'utilisez pas, qui est votre propre jardin, et au lieu d'acheter les légumes, vous pouvez les cultiver dans la coopérative biofood. Et ce que vous payez, c'est plus les légumes, c'est le jardinier qui vient les cultiver chez vous. On peut innover par les supplémenteurs. Les supplémenteurs, c'est par exemple, vous buvez un café, vous lisez un bouquin, vous avez envie de boire un café, ben pourquoi aller lire son bouquin au café? Pourquoi ne pas amener du café dans les librairies? Et c'est ce que des librairies comme Tropisme à Bruxelles propose. C'est plus une librairie, c'est une expérience multidimensionnelle. Il y a des concerts, des conférences, etc., etc. Et donc c'est un one place culturel où on peut manger un bout, boire un café, lire un bouquin et évidemment acheter des bouquins. Voilà. Donc on voit qu'il y a plein de schémas. Trop peu de gens, trop peu de startups vont au bout du processus. Ils se contentent de décrire, ils n'innovent pas. Voilà. Dans la même logique, septième partie, il y a toute une série de patterns. Il y a des grandes familles de business. C'est très intéressant d'identifier. Si par exemple vous êtes un business de type prof de yoga, consultant, en gros vous vendez votre temps, on le voit, donc ce que j'ai fait, j'ai identifié toute une série de patterns, et je vous invite à réfléchir aux vôtres, avec où sont les opportunités, où sont les dangers, où sont les risques, c'est vert, orange et rouge. Typiquement, un prof de yoga, un consultant, c'est quelqu'un dont globalement les coûts sont fixes. Par contre, les revenus sont variables. Et les deux variables clés, évidemment, du revenu, c'est le temps fois le prix. La clé du succès, si vous voulez innover dans un business comme celui-là, c'est de dématérialiser son temps, c'est de faire en sorte qu'on puisse soit multiplier son temps, par exemple en s'enregistrant en vidéo, comme ça il y a plus de monde qui vont, en quelque sorte, vous exister plusieurs fois, soit en multipliant les logiques. Donc par exemple, vendre des abonnements, donner des cours à des groupes, faire des stages, s'enregistrer en vidéo, créer une école, monter un système pyramide. Donc on voit que la clé du métier du consulting, c'est la dématérialisation du temps. C'est un type de pattern. Ce que j'ai fait, j'en ai toute une série. Il y a toute une série de business où, par exemple, une des façons de scaler un business qui fonctionne, c'est de le franchiser. L'idée du franchisé, c'est de dire, voilà, ça marche chez moi, j'ai développé une grosse marque qui fonctionne, j'ai développé une technique d'achat particulière, le pain quotidien, j'en ai fait un, maintenant je permets à d'autres d'ouvrir leur pain quotidien, d'utiliser, et moi je vais vous fournir le marketing, je vais vous fournir le guide de comment réussir votre pain quotidien, et la clé évidemment c'est de prendre un pourcentage sur la franchise. Contrairement à ce qu'on peut croire, quand on regarde en détail la franchise, la clé c'est la marge que vous réalisez à l'origine. Si vous êtes en train de faire du 10-15% de marge, il va être très difficile de franchiser. Il faut absolument, pour pouvoir franchiser, être dans une logique où vous avez une marge importante sur le premier, marge style 40%, de laquelle vous pourrez dire, voilà, si je reproduis le modèle, le franchisé va aussi avoir 40%, mais pour être content de 20, pour que moi je prenne 20 et que ça fonctionne. Si vous avez une marge trop faible au départ, ou vous cassez votre franchisé, ou vous n'avez pas la possibilité, vous, de gagner suffisamment. Donc la franchise, c'est très intéressant, mais les conditions de départ, c'est d'avoir une marge importante au départ. Un fabricant d'objets, le risque est évidemment dans le coût de production, dans le stock, mais par contre, on peut être très innovant, absolument fantastique dans la recherche de clients et dans la relation qu'on entretient avec ses clients. Autre modèle très traditionnel qu'on rencontre dans beaucoup de startups, c'est la notion de plateforme web. C'est-à-dire c'est une plateforme où se rencontrent une offre et une demande. Alors là, le challenge, évidemment, c'est l'équilibre des deux jambes. C'est-à-dire qu'il faut que
les clients qui viennent chercher un prof de guitare trouvent un prof de guitare et que les profs de guitare qui viennent chercher des élèves trouvent des élèves. Et donc le revenu, c'est de prendre... le premier challenge, c'est l'équilibre. Il faut arriver à monter progressivement la plateforme avec une unité d'équilibre. Et donc probablement trouver une espèce de logique de territoire. On démarre par exemple sur une ville, on démarre sur une thématique, on ne fait que le jazz. Enfin bref, il faut une forme de spécialité qui fait qu'on se rencontre à un moment donné. Le challenge, c'est l'équilibre des deux jambes. Un deuxième challenge, c'est que le revenu que la plateforme réalise, et c'est souvent un petit pourcentage des transactions, et encore de quelles transactions. Le pire de tout, quand vous êtes dans le modèle d'affiliation, il y a une vraie question qui est comment capte-t-on le client, hein, parce que si je mets en contact un apprenti guitariste et un prof de guitare, je vais peut-être toucher 3 € des 15 € de la première leçon, mais les 250 leçons suivantes que le prof de guitare va donner, probablement je ne toucherai rien. Donc il faut trouver une façon de créer une forme d'abonnement, de scalabilité, etc. Donc il y a une série de challenges dans les plateformes. Là où la plateforme est formidable, c'est qu'une fois qu'on a réussi à adresser ces challenges, on va aller voir des sites comme BobUp par exemple, ils ont trouvé pas mal de mécaniques vraiment malins, notamment par exemple en proposant une assurance. BobUp, ça met en relation des... C'est un courtier de travaux en quelque sorte, hein, ça met en relation des gens qui veulent faire des travaux et des prestataires. Et l'idée, c'est que il propose une assurance juridique aux gens qui veulent faire des travaux s'ils restent bien sur la plateforme. Et du coup, ben, on capte, tout le monde s'y retrouve et la plateforme fonctionne. Donc ils ont pu capter de cette manière en créant de la valeur, effectivement, le client. Le gros avantage d'une plateforme comme ça, c'est qu'une fois que la mécanique est mise en place, et c'est pas du tout évident, elle offre l'avantage d'être super scalable. C'est-à-dire une fois que ça part, the sky is the limit. Donc le concept de plateforme, très intéressant, mais souvent pas très, très bien géré. Les commerces B2C, hein, je vais vendre des produits indiens en Europe à partir de mon site indiafromeurope.be. Hein. C'est extrêmement intéressant également, mais il y a toute une série de trucs auxquels il faut être attentif. Par exemple, la plupart des choses se vendent sur Amazon aussi. Et donc, si vous n'avez pas une offre pointue, si vous n'êtes pas capable d'offrir quelque chose de vraiment remarquable ou spécial, c'est presque mieux de prendre un shop sur Amazon que de le faire soi-même. Okay. L'objectif, clairement, hein, ce que vous devez avoir en tête, c'est que votre coût d'acquisition client, ça devrait être CAC en fait, pas CAQ, devrait être inférieur à la long time value du client. Donc, et encore, vous ne dégagez là que la marge. Donc le challenge que vous devez faire, c'est comment, hein, mettons que vous ayez du stock à livrer, comment allez-vous réussir à faire en sorte que le coût d'acquisition client soit suffisamment faible que pour un moment donné, effectivement, générer plus de bénéfices que de coûts. Dans les revenus, le pire de tout, c'est lorsque vous avez du revenu d'affiliation. C'est-à-dire, par exemple, vous faites un site « Les meilleurs livres que j'ai lus hein, », vous êtes reconnu comme un chouette lecteur, vous avez des bonnes idées, et en fait, les gens viennent voir vos critiques, et de temps en temps, il y en a un qui clique sur le bouquin en disant « j'achète », et vous pointez vers un lien Amazon qui réfère que c'est vous qui avez donné le truc. Et donc, sur 1000 visiteurs, vous en avez 10 qui cliquent sur achète, et sur ces 10, les bouquins qui sont vendus 20 €, vous touchez 2 € par exemple, ou 3 €, j'en sais rien. Ça, c'est du cacahuète de cacahuète. Donc, vous touchez un pourcentage sur un montant limité. Ça peut fonctionner si vous êtes aux US et que vous avez un site à 200 millions de visiteurs et qu'effectivement, il y a beaucoup de transactions, mais en général, les modèles par affiliation, il faut un volume extraordinairement élevé, et la plupart du temps, on n'atteint jamais ce volume, on est mort avant. Voilà. Les applications B2B, par exemple une application pour un assureur, voilà. Je trouve que ce qui est intéressant dans le B2B, c'est que si on est un peu malin, on peut très facilement tester et trouver des early adopters. La vraie question qui va souvent se poser, c'est si vous développez quelque chose, est-ce que vous êtes juste avec une bonne idée, oh, il faudrait faire une application qui aiderait les assureurs dans telle ou telle circonstance, vous allez trouver un assureur, vous proposez l'application, le vrai danger, c'est
est-ce que l'assureur n'a pas intérêt à refaire lui-même l'application avec son propre département informatique? Donc l'offre build or buy, est-ce que si vous venez avec une idée, voilà, les gens ne veulent pas la refaire eux-mêmes. Donc là, il faut vraiment arriver à prouver que vous avez, qu'ils ont intérêt à prendre votre solution. Il y a un énorme pattern de business dans tout ce qui est mutualisation. C'est tout, une autre façon de voir les choses, c'est tout ce qui crée de la valeur pour une entreprise que cette entreprise n'a pas intérêt à faire elle-même et dont il est mieux effectivement d'aller choper une solution qui est en quelque sorte mutualisée. Voilà. Un autre exemple, c'est les métiers un petit peu pointus. Par exemple, un chocolatier artisanal, bon, c'est un métier qui existe des dizaines de fois. Là, le succès vient, pour moi, de la partie gauche, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le last mile. C'est l'architecture de valeur qui fera le succès. La manière dont vous délivrez tout, et deuxième élément, c'est tout est dans l'expérience. C'est-à-dire, si vous êtes chocolatier, bon, c'est un métier formidable, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Pourquoi allez-vous être successful? D'abord parce que les gens vont adorer votre chocolat, et ensuite parce que la manière dont vous allez organiser la production, la distribution, la commercialisation, la façon dont vous faites, va être dans l'excellence. Donc là, on est dans des métiers que moi j'appelle de la famille de l'excellence dans l'exécution. Voilà. Alors il y a comme ça, comme je vous ai décrit, toute une série de patterns dont les ressorts de succès sont très différents les uns des autres, et il est très intéressant d'essayer d'identifier pour votre business model, à vous, dans quelle famille vous vous trouvez, et puis essayer de trouver d'autres sortes d'entreprises qui sont dans la même famille pour se demander qu'est-ce que ces gens ont fait dans leur famille, enfin dans notre famille de business, et parfois évidemment l'excellence dans l'exécution, ça va, chocolatier c'est une chose, mais vous pouvez être consultant et avoir exactement le même schéma. Voilà, on aborde maintenant, après avoir regardé un peu différents patterns, un bref chapitre parce que je vous ai parlé de business model et principalement de business model Canva et de son cœur qui est Value Proposition Canvas, mais il existe d'autres schémas. Business Model Canvas, il en existe une version plus en couleur, édité par Sophie Raquet chez Edipro. Ce bouquin est très très intéressant parce qu'il va regarder très en détail l'ensemble des cases. Donc si vous cherchez une version en français de l'étude en détail de chacune des cases, je vous recommande cet excellent bouquin chez Edipro. Moria a publié en 2012 ce qu'il a appelé le Lean Canvas. Alors on le voit, c'est quasiment le business model Canvas, sauf que au lieu de la relation client, il parle de l'avantage compétitif unique et il a remplacé la partie gauche sur l'exécution par une description du problème. Je suis personnellement pas super fan parce que je pense que les cases, problèmes, solutions, key metrics et fair advantage sont très intéressantes, mais auraient pu entourer le schéma original. Cela dit, à un moment donné de la vie de la startup, il peut être intéressant de regarder Lean Canvas. Alors après, il y en a plein. Il y a des gens qui ont développé Team Canvas, comment faire marcher notre équipe. Jérémy a développé le Digital Marketing Canvas. Si vous réfléchissez effectivement à votre stratégie de communication digitale, contactez-le. Très intéressé sans doute à en parler avec vous, à monter des workshops. Il y a des business models Canva personnels, et vous pouvez voir sur Tuzit, une start-up belge également, qui propose des versions en ligne de très nombreux canvas, chouette start-up. Vous pouvez trouver toute une série de canvas. Et ce qui est intéressant dans Tuzit, c'est que non seulement ils vous proposent des canvas, vous pouvez les utiliser en ligne, ce qui est très sympa parce que vous pouvez faire vous n'avez pas de grand tableau, vous pouvez projeter en grand les canvas et avec votre souris, finalement travailler en grand, en collectif, les sauver, les partager, etc. Mais ils vous proposent également des explications sur les différents types de canvas. Donc moi, je recommande l'usage de Tuzit. Voilà, il en existe de nombreux. Pour en finir, je dirais à vous,
Je vous invite à réfléchir évidemment à tout ce qu'un business model Canvas fait, hein, on va mettre le vôtre, mais également à ce qu'un business model Canvas ne fait pas, à comment mettre en action son business model Canvas et à que va-t-on pouvoir faire à partir de là. Alors, si vous êtes dans un workshop collectif, ben, on va prendre un moment pour le faire. Si vous êtes chez vous, faites pause dans la vidéo et réfléchissez peut-être à ces 3 questions. Qu'est-ce qu'un BMC ne fait pas? Si j'ai un BMC, qu'est-ce que je peux faire? Et où est-ce que je vais à partir de là? Voilà. Vous avez fait pause, on est reparti. D'abord, un business model Canvas, c'est basé sur des hypothèses. Et donc, si vous dites par exemple, moi je vais communiquer avec le client en faisant de la pub sur Facebook, il est intéressant de tester. Donc pour moi, au départ, tous les post-it devraient être rouges, tant que vous ne les avez pas testés avant qu'ils deviennent jaunes. Je vous invite, je vous montrerai, à regarder une vidéo qui s'appelle BMC Competition 2013, Howlet, je pense qu'elle n'est plus disponible sur YouTube, mais elle est sur Vimeo, qui est absolument passionnante de ce point de vue, j'y reviens. Un deuxième élément auquel peu de gens réfléchissent, c'est la question du trésor de guerre. Ici, on décrit en quelque sorte une espèce d'instantané. On dit par exemple, ah moi je vais gagner de l'argent, et low cote, hein, en faisant par exemple en vendant des petites annonces immobilières spécialisées dans le domaine des cotes, et l'annonce coûte, je ne sais plus moi, 10 euros, 15 euros, 20 euros, j'en sais rien, par annonce, et voilà. La question fondamentale, c'est si dans 20 ans vous deviez revendre Hello Cote, qu'est-ce qui constitue le trésor de guerre? Et donc, par exemple, le fait d'avoir 150 000 annonceurs qui reviennent chaque année. Eh bien, si le trésor de guerre, c'est 150 000 annonceurs, dans les activités à mettre en place, il faut prendre soin du trésor. Il faut par exemple se dire, eh bien moi, mes annonceurs, je vais les stocker dans une base de données, dans ce qu'on appelle un CRM, et je vais régulièrement prendre de leurs nouvelles, leur envoyer des news, voir s'ils sont contents, discuter avec eux, etc. La notion de trésor de guerre d'une entreprise, c'est ce qui crée la valeur de l'entreprise à long terme. C'est clair qu'un assureur, par exemple, c'est son portefeuille d'assurance, c'est super évident. Mais dans tous les business, vous avez un trésor de guerre que vous devez d'abord identifier et dont vous devez prendre soin. Trop de gens sont focus sur le day-to-day, sur la semaine suivante, le trimestre suivant, et ne pensent pas à accumuler un trésor de guerre. Les next steps vers le succès, c'est évidemment de regarder un petit peu votre business model Canva, de construire votre value proposition Canvas, de vous demander votre trésor de guerre, de regarder où sont les risques et de réfléchir à comment innover. Je vous ai proposé 14 méthodes, je vous invite vraiment à aller voir ce cours sur Coursera et acheter le bouquin de nos amis d'HEC Paris et à essayer de challenger votre business model Canvas. En bonus, comme je le disais, allez voir ces 14 techniques d'innovation, faites-vous certifier sur ce cours, sur Coursera, c'est vraiment intéressant. Vous aurez comme ça également l'occasion de proposer un business case, de lire des business cases d'étudiants du monde entier, puisque dans la certification, vous êtes amené à faire ce qu'on appelle du peer reviewing, et donc vous avez l'occasion de rencontrer des étudiants du monde entier. J'ai passé ce truc il y a quelques semaines et je suis en contact avec un gars en Inde, un autre en Afrique, un troisième en France et un quatrième au Canada. C'est absolument très intéressant et passionnant. Voilà, ceci conclut notre brève introduction au business model et au business model Canvas. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à venir dans nos workshops, puisque c'est l'occasion de challenger en vrai, en peer learning, en collectif, en individuel avec des coachs, lors du Ready to be Invested programme, je dirais la stabilité de votre business model Canva. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente fin de journée.